Moi, je vois les participants. Et je vais reviser un peu ce qu'on a fait sur la modélisation parce qu'en fait, vous devez avoir un modèle qui va être à peu près parfait pour produire votre TP. Alors, dans un premier temps, si on se remémore un peu nos modèles de données, ici, j'ai créé une clé de lecture. Et dans ce qui m'a été remis là, par à peu près l'ensemble de la classe, le modèle de données, c'était généralement bas. Il y a deuxièmement, là, à qui j'ai soumis une recommandation. Un modèle de données comprend dans 80% des cas le type de lien que vous voyez en ce moment à l'écran. Soit un lien 1 à plusieurs, obligatoire du côté plusieurs et optionnel du côté unique. Et là, j'ai fait une petite clé pour le lire. Alors, si vous regardez le chiffre 1, on dit une entité, puis là, ben, vous lisez l'entité où il y a le 1. Alors, un événement. 2, vous lisez où il y a la petite flèche 2. Donc, c'est peut ou doit. Le verbe encore là qui est proche de l'entité qu'on lit. Donc, un événement peut posséder. Puis là, on lit la cardinalité ou les petites pattes de coq proche de l'entité à laquelle on termine la clé de lecture. Une ou plusieurs représentations. Si on la lit à l'envers, on lit les 3 premiers proches de l'entité, puis le 4e, on le lit sur l'entité sur laquelle on arrive. Donc, une représentation doit appartenir à un et un seul événement. Puis il y en a qui ont inversé les mots-clés. Il y en a qui ont inversé les liens d'optionnalité. Vous devez reprendre votre modèle de données. Pourquoi je vous fais faire ça? C'est parce qu'on prend le modèle de données, logique, vous en faites un modèle de données relationnel et par la suite, vous générez les scripts. Alors, si votre modèle de données n'est pas parfait, ben, vous ne serez pas capable de remplir votre modèle de données avec des données. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur la génération de la clé de lecture, puis comment on doit lire le lien? Puis si vous n'êtes pas capable de lire le lien avec le 1, 2, 3 et 4, c'est parce que le lien n'est pas bon. Et j'en ai quelques-uns qui m'ont produit le modèle de données dans un autre logiciel. Moi, je n'ai pas de problème là. Par contre, vous allez être obligé d'écrire tous vos scripts de création de données, de clés primaires, de clés étrangères, de notes nulles, manuellement. Alors, ceux qui n'ont pas utilisé SQL Développeur, posez-vous la question, là. Voulez-vous passer des heures à générer des scripts manuels et à les déboguer? Ou quelle était la raison pour laquelle vous n'avez pas installé SQL Développeur? Là? Ça vous prend une machine virtuelle Java, puis après ça, vous le téléchargez du site d'Oracle, qui est celui du le quiz 3. Ça, c'était, et là, j'ai donné tous les points bien avant de se rendre à ce modèle-là, là. Mais on a ici une lecture, et si on fait spécifiquement entre transporteur et employé, on lit toujours un. Là, il y en a plusieurs qui mettent un ou plusieurs transporteurs. Non. La clé de lecture débute toujours avec un entité. Puis après ça, c'est peut ou doit. Donc, un transporteur. Ici, c'est du tireté proche de transporteur, donc c'est peut. Employé.
Et là, on va lire sur l'autre entité, un ou plusieurs employés. Si on la lit à l'envers, un employé, la ligne proche d'employé, elle est pleine, donc doit travailler pour un et un seul. Et il n'y a aucune prose dans une clé de lecture. C'est toujours pareil. Un, entité, peut ou doit, verbe, un ou plusieurs, ou un et un seul, et la seconde entité. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Parce que c'est important, là, c'est une erreur. Là. Les clés de lecture, c'est l'erreur que j'ai eue le plus couramment dans le quiz 3 et le TP. Et l'autre que j'ai eu, il y a des gens qui ont de la difficulté à savoir où mettre le tire-T ou pas. Un win, c'est acceptable, oui. Si c'est au féminin, ça peut être une. J'aurais besoin qu'on me confirme là, que c'est d'une clarté limpide, les modèles, parce que ce que j'ai dit, là, vous devriez me le resoumettre. C'est parce que ce que vous avez à faire après ça, c'est générer. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Alors, à partir de votre modèle logique, je vais faire Data Modeler Browser. Donc, à partir de votre modèle logique, bouton droit, Engineer to Relational Model. Là, c'est en plein temps de prendre des notes. Là. Nixon, as-tu réussi à effacer puis à voir les fichiers cachés? Ben, en fait, j'ai fait CTRL-H, ça ne marche pas. J'essaie OK. d'afficher À la partir de ton petit arbre ici, là, OK. View, est-ce Oui. que tu vois ici Hidden Item dans ton explorateur sous l'onglet View? Nixon, la question s'adresse à toi. Oui, ça, dans mon ordi, c'est affichage. C'est pas view, c'est juste français. OK, mais tu es capable de traduire là, View, Hidden Item. Est-ce que Hidden Item est coché? OK, je l'ai maintenant. Est-ce que tu es capable maintenant de voir le répertoire qui a été mentionné? Oui, AppData, oui. Je Tu l'ai. devrais voir un SQL développeur en dessous. Est-ce qu'on se trompe? OK, j'ai Romain. À l'intérieur de Romain, je pense. Ça devrait être... Tu devrais voir SQL développeur. Là. Malheureusement, ma copie est particulièrement lente et pénible. Là. OK. Mais est-ce que tu vois un répertoire SQL développeur? Oui, je vais juste fermer mon SQL là maintenant. Oui, il faut que tu le fermes effectivement avant de faire la copie. OK, merci. En fait, avant d'effacer le répertoire. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas installé SQL Développeur? Puis là, je pourrais en nommer. Là. Sarah, est-ce que tu as été capable d'installer ton SQL Développeur? Et là, je pense aussi, il y a Dylan ou Devin, que son modèle qui m'a été remis n'était pas un SQL développeur. Je n'ai pas besoin d'imagination pour m'imaginer que vous ne l'avez pas installé. Là. Alors, là, ce serait le temps
de régler ça parce que je ne peux pas revenir à tous les cours pour faire les installations qui ne sont pas faites. Devin, c'était soumis avec SQL Developer. Là, je vais de mémoire, là, ceux qui ne m'ont pas soumis un modèle de données avec SQL Developer. Là. Il y en avait 3 ou 4, là, dont Youssef Sarah, je m'en souviens très bien. Nixon, je m'en souviens très bien parce qu'il y a eu un problème avec son ordi, il me l'a soumis en PDF. OK, c'est SQL Developer, c'était pas vous autres. Je vais aller me promener. Puis... Ah, Dylan Apardian. Dylan, est-ce que tu es là avec nous? Est-ce que tu as été capable d'installer SQL Developer sur ton ordinateur et qu'il fonctionne? Parce que ton quiz, là, le modèle n'avait pas été fait avec SQL Developer. Tu l'as installé et il fonctionne? Ça, c'est le temps de régler les derniers petits glitches. OK, parfait. Christian André Naé, il n'est pas là aujourd'hui, hein, Christian? C'en a un autre là, qui. Bon, Nixon, ça je le savais. Sirbu, est-ce que tu es avec nous? Bon, Youssef, ça je le savais. Bon, alors pour les autres, eh bien, à partir de maintenant, you're on your own, guys. Alors, sur le modèle logique, bouton droit. Ah ben oui, Amar, tu as un bon point. Oui, je te reviens. Je fais juste, on fait Engineer to Relational Model. On dit Engineer. Et voilà. Là, on a maintenant le modèle. J'essaie de me faire un petit trou là, pour qu'on puisse bien voir. Là. Ah, OK. Et là, vous remarquerez, là, je vous le fais remarquer parce qu'il y en a beaucoup qui ont été mettre leur clé étrangère dans leur modèle logique. Regardez, je reviens à mon modèle. Oh, je vais descendre ça un petit peu. Voyez-vous ici, j'ai aucune clé étrangère. Le travail est entièrement fait par l'ingénierie en modèle physique. Regardez, là, sont ici mes FK. Automatiquement, je n'ai rien eu à faire. Assurez-vous de ne pas les mettre, sinon votre modèle, il ne sera pas bon au niveau du modèle physique. Un coup que vous avez terminé le modèle physique, regardez le petit bouton en haut.
Generate DDL. Choisissez une base de données 12C. Generate. Et voilà. Si vous n'utilisez pas SQL Développeur, là, vous allez tout vous taper ça à la petite mitaine, là. Ça fait beaucoup de boulot. Monsieur, Oui. reprenez s'il vous plaît. Pardon? Pouvez-vous reprendre s'il vous plaît le commandement? Avec plaisir. Merci. Première étape, pour générer le modèle relationnel, on appuie le bouton droit sur le modèle logique. Mais en fait, avant ça, si vous n'avez pas cette petite fenêtre-là, c'est View ou affichage, Data Modeler, Browser, le premier en haut, ou Navigateur. Ça va faire apparaître cette petite fenêtre-là que vous devez avoir. Idéalement, faites-la apparaître avant d'ouvrir votre modèle. Ensuite, bouton droit, Engineer to Relational Model. Générer un modèle relationnel, je pense en français. Ça va faire le modèle qui est ici. À partir de là, voyez-vous, avant les deux petites flèches, à la fin de la barre d'outils, il y a une espèce de petit bouton gris là, avec un disque. C'est le bouton pour générer le DDL. Vous appuyez dessus, Generate et OK. Puis là, ben, vous pouvez copier-coller le code SQL. OK. Alors, si je voudrais aller... Oui, si je voudrais, quelle horreur. Si je voulais remplir, mettons, ma table employée, puis elle était vide. Alors, je vais m'en venir dans ma liste de tables. Employés. Et voyez-vous, vous avez ici Data, la deuxième colonne. Ça, c'est votre donnée. Et là, vous êtes capable de faire plus. Vous y donnez votre clé. Et quand vous avez terminé, vous pouvez faire votre commit. Alors, c'est la façon dont vous pouvez peupler votre base de données. Est-ce que la plupart d'entre vous... Christian, on pourra regarder ça à la fin, mais je pense même que j'ai les instructions dans le Drive. Alors, je pourrais te les fournir. Est-ce que vous pouvez essayer d'insérer une rangée? S'il vous plaît, comme ça, vous allez être sûr d'être capable de le faire. Parce que là, quand on va s'en venir là, il faut que toutes vos tables, il faut que tu aies un utilisateur, il faut que tu aies le mot de passe, il faut que tu aies les produits, ceux qui ont fait des pizzas, de la garniture, ceux qui ont fait des spectacles, des dates de spectacle, etc., etc. Je m'attends à avoir 3 à 5 rangées par table. Pas besoin de partir en fou. Mais au moins assez pour que vous puissiez faire afficher le site et travailler avec. Là, naturellement, les scripts de création de base de données, si vous n'êtes pas sur la même, il faut que vous les rouliez dans les deux bases de données. Mais un coup, tu as tout fait ça, que tu as rempli tes données puis tout ça, tu peux extraire les scripts d'insert. Puis là, ben, vous allez vivre avec... je vais m'accrocher les pieds un petit peu, mais habituellement, je finis par tomber dessus.
Wow, du premier coup. Alors, s'il vous plaît, je voudrais entendre les tonnerres d'applaudissements. Oui, oui, j'entends. Alors, pour faire votre script d'insertion, un coup, vous avez rempli votre BD. Moi, être gentil, là. Je vais même vous le copier-coller. Puis, vous faites ça, et ce que ça va produire, vous le copiez-collez, puis vous mettez ça dans un script d'insertion qui se nomme .SQL. L'autre personne va être capable de le prendre puis de le rouler sur sa base de données vide, ainsi que votre charmant prof. Donc là, je vous ai montré, à l'aide de l'interface graphique, comment générer vos scripts de création de base de données et à l'aide de l'outil SQL développeur et de l'énoncé, là, parce que là, la magie se fait avec le petit commentaire insert. Ça, ce que ça fait dans SQL développeur, ça vous donne le résultat de votre énoncé en format insert pour le mettre dans une autre base de données. Est-ce que c'est clair? Et by the way, quand vous faites ça, il faut que vous rouliez dans votre worksheet. Oh, j'ai mis un caractère de trop ici. Alors, quand vous êtes ici, là, et que vous regardez votre insert, vous devez rouler le bouton à droite et non pas celui de gauche. Si tu fais juste ça, il va juste te donner ton select. Il faut que tu roules ton bouton à droite. C'est comme un script magique. Est-ce qu'il y a des questions? Alors là, vous savez comment corriger votre modèle, comment corriger vos clés de lecture, comment générer votre modèle relationnel et comment générer vos scripts de création de table. La deuxième chose que vous devez faire, c'est peupler vos tables pour être capable de faire des tests. Maintenant, vous le savez, vous allez dans la table et dans la table, sous l'onglet Data, vous pouvez la peupler. Suite à ce que vous ayez peuplé toutes vos tables, pour chacune de vos tables, vous faites ça ici, vous roulez le deuxième bouton. Et après ça, vous copiez-collez ça. Oups, j'en ai pas mis trop. Ça ici. Et vous amenez ça dans votre éditeur de texte favori. Puis vous le sauvegardez, mettons, avec le nom de la table .SQL si vous voulez, ou vous pouvez toutes les mettre là, un à l'arrière de l'autre, puis mettez une remarque devant. Trait d'union, insertion de... Je suis allergique au SQL. Bravo, souhait. Merci beaucoup. Alors, c'est clair comment extraire vos données? On en parlera donc. Est-ce que vous avez besoin d'une pause ou je peux rouler encore 20 minutes puis retoucher un peu de JavaScript? Et vous allez comprendre pourquoi on fait un peu de théorie bientôt sur JavaScript avec ce cours-là. JavaScript, oui. OK.
J'aimerais ça être capable de remettre ça en mode view. OK. Fait que dans le cours de JavaScript d'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'utilisation du mode strict de JavaScript, comment nommer nos variables, comprendre les déclarations de variables dans JavaScript, énumérer les caractéristiques des types des variables et utiliser la fonction typeOf. Alors, soyons stricts. En fait, aller jusqu'en 2009, il n'y a pas eu de réécriture de JavaScript et tout ce qui était fait devait respecter la compatibilité de ce qui avait été fait avant. Fait que pour 15 ans, tout le meilleur roule-p de JavaScript, ça avançait. Par contre, en 2009, il y a eu la version ECMAScript 5 qui est apparue. Ils ont ajouté de nouvelles fonctionnalités et ils ont modifié des fonctionnalités existantes. Pour des étudiants qui ont fait Java, ce que vous allez voir va vous surprendre un peu. En fait, le mot, puis vous allez voir ce que ça va changer. Là. Avant, je vais vous dire comment l'utiliser. Vous devez mettre le mot use strict entre guillemets qui va débuter votre fichier JavaScript. Comme ça, les anciennes versions des navigateurs ne le verront pas, mais les nouvelles vont le prendre et vont s'assurer. Puis là, le premier exemple que je voulais vous faire, c'est vont s'assurer que vous n'avez pas le droit de faire ce qui est là au prochain, juste en dessous ici. Croyez-le ou pas, en JavaScript, si vous n'utilisez pas le use strict, ben vous avez le droit d'assigner une valeur à une variable non déclarée. Je vais répéter ça. Si ça, c'était pas là, ici, là, le use strict, vous avez le droit dans le milieu de votre code de faire x est égal à 3.14 et ça ne causera pas d'erreur. Ça veut dire que accidentellement, parce qu'en fait, tu n'appelles jamais tes variables x. Hein? Alors, tu fais une toute petite faute d'orthographe dans une de tes affectations de variables. Tu n'as pas d'erreur, il crée une nouvelle variable, puis il continue. Ça faisait des bugs vraiment, vraiment plates à troubleshooter. Alors ça, c'est la première caractéristique là, qui ont réglé. Parce que avant, tu pouvais assigner une valeur à une variable non déclarée. Puis tu dis, oui, monsieur, c'est pas grave. Non, mais quand tu considères qu'il est possible de faire une toute petite erreur de nom, tu sais, utilisateur courant, un coup avec un R, un coup avec deux R, tu ne l'as pas vu, ça te crée deux variables. Tu pouvais aussi affecter des valeurs à des propriétés qui n'existaient pas ou qui étaient en mode lecture seulement d'un objet. C'était des aberrations, mais étant donné que les anciennes versions le supportaient et que les développeurs ont fait ça et s'attendent pas que ça brise, ben pour supporter l'ancien code, le mode de défaut permet encore ça aujourd'hui. Si tu ne mets pas strict, tu fais une erreur d'orthographe dans le nom d'une variable, tu as créé une nouvelle variable. Donc, pour ce cours-ci, soyons très stricts. Et si tu utilises des classes, des fonctions de classe ou des modules, on ne verra pas dans ce cours-ci un ou l'autre, mais dès que tu le fais, ça génère un mode strict automatique. Dans notre cas, nous autres, il va falloir le mettre. Comment on nomme des variables en JavaScript? Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à comment on nomme des colonnes dans Hack ou des tables. A à Z, majuscule, minuscule, signe de dollar,
sous-tirets et des nombres, mais les nombres ne peuvent pas être au début. Alors, la seule autre chose que tu as en SQL, c'est que ça supporte dièse. Et naturellement, comme en SQL est dans la plupart des langages, ça ne peut pas être des mots réservés. La déclaration de variable. Comme je vous ai expliqué, pour utiliser une variable avant, ce n'était pas obligatoire de la déclarer. Tu n'as besoin, tu faisais x égale 427, puis c'était fait. C'est toujours permis si tu n'es pas en mode strict. Et l'ancien mot-clé pour déclarer une variable, c'était var. Et maintenant, le mot-clé le plus utilisé, c'est let. Mais pas dans le sens où vous êtes let et pas beau, là. Dans le sens où on crée une variable et la portée de la variable est un bloc. Est-ce que vous savez tous c'est quoi la portée d'une variable? Excusez ma lettre majuscule, mais bon. Je vais vous taper quelque chose. OK. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent ce que j'ai mis dans le chat? Vous savez que dans les accolades, là, j'ai rien mis, mais vous savez que j'aurais du code dans les accolades. C'est une book 4. Moi, je vous dis, après avoir exécuté le code là, qui est là entre les deux accolades, où est-ce qu'il est? Dans la boucle. Puis quand je sors de la boucle, il est quoi? Rien. En fait, I a une portée. En anglais, c'est le mot scope qui est bloc. Ça veut dire que quand tu déclares une variable dans un bloc, entre autres ici un bloc de la fonction for, la variable i va exécuter seulement, va être vivante, va exister seulement dans la portée du bloc. Si tu avais déclaré la fonction, la variable i en haut dans une fonction, elle aurait été visible seulement dans la fonction. Quand tu sors de la fonction, tu ne la vois plus. Donc, var était toujours, peu importe où tu le mettais dans une fonction, tu le voyais partout dans la fonction. Puis si tu le mettais à l'extérieur d'une fonction, ben, il y avait une portée globale. Let maintenant est utilisé et let, c'est une déclaration qui ressemble beaucoup plus à ce que vous êtes habitué de faire. Ce qui veut dire que la variable est visible à l'intérieur du bloc. Quand tu sors du bloc, elle n'existe plus. Le mot-clé CONST, c'est pour déclarer une constante. Alors, comprenez-vous un peu mieux c'est quoi la portée? La portée, c'est la durée de vie de la variable.
OK. Alors, en JavaScript, il y a une pratique répandue, étant donné qu'on travaille souvent avec des couleurs, un peu comme en CSS ou en HTML, il y a des constantes qu'on utilise régulièrement. Et si la valeur des constantes est connue avant l'exécution, on va les mettre en majuscule avec des sous-tirés. Constante, color, underscore red, égale. On va même en profiter pour faire une francisation. C'est beau? Et après ça, on va être capable d'affecter une valeur. Hey, c'est pas pire, ça. On fait une couleur ici, puis elle n'est pas affectée là. Fait qu'on va en profiter pour la transférer. En d'autres termes, une constante nommée majuscule, c'est comme un alias pour une valeur que tu ne veux pas coder en dur. Autrement dit, au lieu de mettre dièse F00 à toutes les fois que tu as besoin du rouge, ton code se lit beaucoup mieux quand tu peux voir let color égale couleur rouge. Je vais en traduire elle aussi pour le même prix. OK. Meilleure pratique pour la nomenclature des variables. Premier, et ça, là, c'est validé dans la clé de correction. Je veux des noms lisibles. Non utilisateur, je sais exactement ce que ça veut dire. Shopping cart, c'est bon. Les noms courts tels que A, B, C, I, J, je vais les accepter à un seul endroit, là, c'est pour faire des itérations sur un tableau. OK? Donc, pour définir l'index. Et le nom doit être descriptif, puis ça va t'éviter de rajouter des commentaires. Si j'ai est utilisateur courant, premièrement, ça te dit quoi tout de suite à l'œil, là? Quel type de variable c'est, ça, selon toi, est utilisateur courant? Quelqu'un qui s'essaye dans le chat, go! Oui, exactement ça. J'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit, juste à lire. Je sais que c'est un booléen. Fait que si je vois if est utilisateur courant, ben je ne m'attends pas au côté de voir un égal quelque chose. Ensuite, dans votre équipe, si vous séparez le travail à faire en JavaScript, assurez-vous d'utiliser la même nomenclature. Tu sais, si les visiteurs dans un site t'appellent ça un utilisateur, tes variables devraient être nommées utilisateur courant, nouvel utilisateur. Mais dans le milieu, tu ne vas pas te mettre à utiliser visiteur courant parce que tu avais déjà réservé le mot utilisateur. Ou encore nouvelle personne en ville, là. Nouvelle personne sur site. Alors, quand vous trouvez une nomenclature, vous la gardez, vous vous en servez tout le long. Eh bien, allez dans votre console et déclarez deux variables, admin puis nom, assignez la valeur Jean à nom et après ça, mettez la valeur nom dans admin puis affichez en utilisant une alerte. Alors, on repart notre navigateur. On va en prendre un qui est moins chargé.
je vais vous laisser travailler 5 minutes pour essayer de faire ça. C'est dans la console. Ceux qui s'en souviennent pas, bouton de droit, inspecte éléments, ou si je me rappelle, c'est F11. Et après ça, tu cliques sur le bouton console. Excusez, F12. Puis, inquiétez-vous pas si quand vous tapez du JavaScript dans la console, là, il vous répond quoi comme non défini. Là. Je sais que c'est un peu insécurisant. Là. Let admin, il répond undefined. C'est correct. La console m'a juste dit que admin n'était pas défini. Fait que tu es capable de travailler dans la console. By the way, ça sera la même chose dans un programme. Là. La console, elle s'en fout. Est-ce que tout le monde a été capable de faire déclarer la variable admin, déclarer la variable non, assigner la valeur Jean, qui est la chaîne de caractères à non. Ensuite, copier nom d'admin, qui est une affectation, et faire une alerte de admin. Tu aurais pu aussi déclarer les deux variables d'un coup. Ça a l'air de ça. Ça ne vous en pas, on ne programmera pas à la console longtemps. OK. Et là, ça, ce que je vous ai dit à propos des constantes, là, c'est une petite discussion. Vous allez être obligé de parler. Puis après ça, on va terminer sur ça. Donc, moi, je vais ici mettre. On va prendre là jeudi. Ici, on a une constante qui est date de naissance, est égale au 18 avril 82. Et on a constante âge, on a une fonction à laquelle on passe la date de naissance. Et pour ce qui était de la définition d'une constante qu'on met en majuscule, est-ce que date de naissance devrait être des majuscules? Est-ce que âge devrait être des majuscules? Puis je vais vous aider, je vais ramener la consigne.
c'est des valeurs qui sont connues avant l'exécution du programme. Ceux-là, ils s'en vont en majuscule. Est-ce qu'il y en a là-dedans qui correspondent à la règle qu'on a? Selena, tu es en plein dedans. Alors, date de naissance, c'est connu, là, est écrit « J'affecte une valeur qui ne change pas à date de naissance ». Tandis que âge, je vais effectuer du code sur la date de naissance. Ça ne changera pas dans mon code l'âge, mais il n'est pas connu avant que j'exécute le code. Donc, généralement, là, elles sont utilisées pour des constantes code en dur. Dans notre cas ici, date de naissance correspond à ça. Donc, ça devrait maintenant s'appeler, je vais même le changer. Tant qu'à lui, âge évalué. À l'exécution, c'est une constante parce qu'elle ne changera pas du temps de l'exécution, mais elle va changer quand je vais le repartir. Donc, c'est un petit peu moins constant que date de naissance. Voilà, c'était ça la règle. Alors, je vous demanderais de travailler à essayer de régler vos problématiques et de m'envoyer des NIO, là, ceux qui ont des problèmes à régler leur modèle et commencer à travailler sur vos données pour qu'on puisse... il va y avoir encore un autre cours un peu théorique pour finir les bases JavaScript, mais après ça, on va pouvoir travailler sur l'HTML, le CSS et le code. Alors voilà, on va se voir jeudi. Est-ce qu'il y en a qui ont dernière question avant de partir? Non. Je regarde le chat. Oh, monsieur! C'est juste la portée qui est dans le bloc. Il y a toujours un bloc. Le bloc peut être une fonction. Il peut être un if. Il peut être un while. En fait, je te dirais que le let ressemble beaucoup aux déclarations de variables que vous avez dans Java. Donc, si tu sais comment déclarer une variable en Java, en JavaScript, c'est la même chose, mais que tu mets let, puis tu as probablement remarqué qu'il n'y a pas de type. Et en fait, il n'y a pas de type que tu mets explicitement, et c'est ce qu'on va voir au prochain cours. Est-ce que ça a répondu à ta question, Christian? Jamais. C'est facile. var, c'est parce que tu regardes sur l'Internet, tu vas voir plein de codes qui utilisent var. Var, c'était ça qu'on utilisait avant. Maintenant, c'est un let ou une constante. C'est beau, gang? Eh bien, à jeudi.